14 mai 1643, Louis XIV, dénommé Louis Dieudonné, devient le 64e roi de France et le 44e roi de Navarre. Rempli de rêves et d'orgueil, mais encore enfant, il a dû attendre jusqu'en 1661 pour entreprendre le démarrage des travaux de construction de ce qui deviendra aujourd'hui le plus grand et le plus célèbre des châteaux du monde. Par ce monument, le roi Soleil a voulu mettre en évidence sa puissance et celle de la France en Europe. Occupant une surface de 6,32 hectares, le château compte actuellement 2300 pièces, dont 1000 pièces de musée. On peut y ajouter les différents jardins élaborés par André Le Nôtre et autres génies de l'époque, le domaine de Marie-Antoinette avec le Grand et le Petit Trianon. Comme dans les précédents documents, aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi, et ceci progressivement, ce vaste domaine rempli de beauté et de surprises. Commençons par quelques salles qui font partie du musée. Inauguré le 10 juin 1837, après 4 ans de travaux, le roi de l'époque, Louis-Philippe, qui a pris l'initiative, l'a dédié à toutes les gloires de la France, question de réconcilier les diverses branches de la société française et rétablir la stabilité 40 ans après la Révolution. Parmi les gloires de la France, on y trouve une statuette de Louis XIV sur son cheval, un tableau de Louis-Philippe et la famille royale devant le Jeanne d'Arc réalisé par la princesse Marie et un autre tableau du roi et de ses fils sortant du palais. Aux grands hommes, un grand monument. Ainsi, le Parnasse français a été conçu par Évrard Titon du Tillet. 14 figures principales et une vingtaine de génies du siècle des Lumières ont été repartis sur un grand rocher constituant l'un des objets les plus extraordinaires du musée de l'histoire de France. Histoire, art et grande personnalité, le musée retrace 14 ans d'histoire de France sous ses différentes facettes. Empruntons maintenant cet escalier qui mène aux grands appartements du roi et de la reine en traversant ce couloir. L'escalier porte le nom de son concepteur, Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi, mais ce n'est qu'en 1985 qu'il fut construit. Parlons à présent du grand appartement du roi. Il constitue un ensemble de 7 prestigieux salons. Le salon d'Hercule, le salon de l'Abondance, celui de Vénus, de Mars, de Mercure, de Diane et le salon d'Apollon. C'est par rapport au nom que portent ces salons que l'appartement du roi est connu sous l'appellation appartement des planètes. Le salon d'Hercule. Les travaux de construction et de peinture de celui-ci durèrent jusqu'en 1736. La vedette au sein de ce salon, c'est l'apothéose d'Hercule, œuvre du peintre François Lemoine. Cette voûte de 142 personnages, peinture sur toile ramouflée, exprime le fait que la vertu élève l'homme au-dessus de lui-même. Au sein du salon de l'abondance sont représentés la puissance bienfaisante du monarque et la richesse du roi. Tout cela se traduit sur les murs, les plafonds et le mobilier. Il faisait également office de salle de rafraîchissement lors des soirs d'appartement. Le salon a été restauré et inauguré le 10 mars 2014. Salon de Mars. Sur le plafond, Mars, le dieu de la guerre, a été peint sur un char tiré par les loups, œuvre de Claude Audran. On y trouve également le tableau préféré de Louis XIV, placé au-dessus de la cheminée. Il s'agit de celui de David jouant à la harpe, œuvre de Domenico Zampieri, dit le Dominicain.
Cette pièce fut à l'époque la salle des bals lors des soirs d'appartement. Maintenant, pour accéder à la chambre du roi, nous devons pénétrer dans la galerie des glaces qui relie les deux appartements, celui du roi et de la reine. Cette galerie de 73 mètres de long met en évidence les succès politiques, économiques et artistiques de la France et du roi Louis XIV en particulier. Tout le long de la pièce, on peut constater la présence de 357 miroirs symbolisant le luxe et la prospérité économique. Ne parlons même pas des pilastres de marbre et d'autres objets d'art qui ornent la salle. Rappelons qu'elle a été restaurée en 2007. À présent, on se trouve en plein centre du château de Versailles, où le roi Louis XIV établissait sa seconde chambre. Elle est séparée par une balustrade qui délimite la partie privée de la partie publique. Vous pouvez y remarquer le lit en baldaquin du roi avec des brocants en étoffe de soie. C'est dans cette chambre qu'il reçoit successivement tous les matins son médecin, le grand chambellan, les courtisans les plus importants et les autres personnes de la cour. On met le cap vers le nord pour entamer la prochaine étape de notre visite. Cet itinéraire mène tout droit vers le grand appartement de la reine. Si du côté du roi, il existe un salon de la guerre, l'opposé se trouve dans l'appartement de la reine, à savoir le salon de la paix. Cela n'empêche que l'on y trouve les mêmes décors de trophées d'armes que l'on a retrouvés au salon de la guerre. Le nom, lui, est probablement attribué par rapport aux bienfaits de la paix donnés par la France à l'Europe, qui sont présents sous forme d'ornements sur la coupole et la voussure, œuvre de Lebrun. Comme dans l'appartement du roi, la chambre de la reine constitue l'une des pièces principales de son appartement. C'est un lieu symbolique du château et de la France en général, du fait que 19 enfants de France y sont nés. Les accouchements à l'époque se déroulèrent en public selon les règles de l'étiquette. 3 reines y résidèrent. On parle de la reine Marie-Thérèse, femme de Louis XIV, de Marie Lesinska, épouse de Louis XV, et de Marie-Antoinette qui a épousé le roi Louis XVI. Chacune de ces reines ont modifié le décor et le mobilier de cette chambre qui elle aussi était vidée au moment de la Révolution française. Grâce aux documents d'archives, on a pu resculpter le lit et la balustrade comme à l'original. Avant de terminer la visite dans l'appartement de la reine,
je vous laisse admirer les décors et le mobilier du salon des nobles, de la salle des gardes et de l'antichambre des grands couverts. Les activités religieuses ont occupé une grande place dans la vie quotidienne au château de Versailles. Cela se traduit par la présence de la chapelle royale au sein du château. Avant l'aboutissement de ces travaux de construction en 1710, plusieurs petites chapelles y existaient. La cour assistait tous les jours à la messe du roi, célébrée du haut de sa tribune, car sous la monarchie, le roi était le lieutenant de Dieu sur la terre. À ce stade de notre visite, je vous invite à me suivre. On va traverser la cour d'honneur et ensuite, on va découvrir brièvement les jardins de Versailles pour finir au Grand et au Petit Trianon, au domaine de Marie-Antoinette. Ces vastes jardins et le parc de Versailles ont été confiés au jardinier et génie André Le Nôtre par le roi Louis XIV en 1661. Ces travaux vont durer 53 ans, même avec les bras de plus de 36 000 hommes qui y travaillèrent afin de canaliser l'eau et mettre en place ce joyau. 14 bosquets, 700 fontaines contre 200 à l'époque de Louis XIV, sans compter les parterres et la perspective qui attire l'attention de tous les visiteurs. Si la fête battait son plein à l'intérieur du château de Versailles, l'ambiance n'était pas moins bonne dans les jardins à l'époque de la monarchie, grâce aux animations des jardins musicaux où les eaux des fontaines faisaient le one-man show. D'autres bassins et fontaines créèrent l'animation à l'époque, dont le bassin du char d'Apollon, avec tout autour du jardin la statue d'Apollon, dieu du soleil et emblème de Louis XIV, celui de Saturne, de Bacchus et de Neptune. On va longer le Grand Canal et ensuite prendre la direction du domaine de Marie-Antoinette et du Grand Trianon. Par les très luxueux, le Grand Trianon serait l'endroit où le roi Louis XIV abritait ses amours avec Madame de Montespan. Il faisait aussi office d'appartement de plusieurs familles royales au fil des années, dont celle du roi Louis-Philippe et de Napoléon. Dans l'aile gauche du Grand Trianon,
On y trouve le boudoir de l'impératrice, la galerie des glaces, la chambre de l'impératrice, le salon de la chapelle et l'antichambre des seigneurs. L'aile droite comporte le salon rond, celui de la famille de l'empereur, la chambre de la reine des Belges, le salon de la musique, le salon de Malachite et le salon frais. Dans ce document, on va s'attarder un peu sur 4 d'entre ces pièces. D'abord, le salon des glaces. C'est le lieu où le roi Louis XIV tenait conseil de 1692 à 1703. Étant le plus luxueux de l'aile gauche, il a servi de grand cabinet de l'impératrice Marie-Louise de 1810 jusqu'à l'année 1814. L'autre joyau de cette aile du palais, c'est la chambre de l'impératrice Marie-Louise. On y trouve le lit de Napoléon aux Tuileries. C'est dans ce lit que Louis XVIII, le successeur de Napoléon, a rendu l'âme en 1824. Dans l'aile droite rayonne la chambre de la reine des Belges et le salon de famille du roi Louis-Philippe qu'il a constitué en 1838. L'un des plus bels exemples de jardin à la française est celui du Grand Trianon. Le jardin géométriquement tracé et ordonné reflète le génie du jardinier et de l'architecte. Qu'en est-il du Petit Trianon? Construit par l'architecte Ange-Jacques Gabriel, il a été inauguré en 1769 sous le règne du roi Louis XVI. S'il est très connu du grand public aujourd'hui, cela est lié au fait qu'il fut l'appartement privilégié de la reine Marie-Antoinette. D'autres personnalités ont également séjourné au Petit Trianon, dont Pauline Borghese, sœur de Napoléon, l'impératrice Marie-Louise et ensuite le duc d'Orléans. En empruntant l'escalier d'honneur, on va visiter le réchauffoir, la grande et la petite salle à manger pour terminer à la chambre de la reine.
Plusieurs endroits et monuments du domaine de Versailles sont en cours de rénovation grâce au système de mécénat. C'est le cas du Salon d'Hercule et du bassin de la Tonne. S'il reste l'un des monuments les plus visités de l'Europe, c'est parce que les hommes et les femmes qui y travaillent s'efforcent de maintenir l'ambiance et son allure du temps de la monarchie, comme par exemple les spectacles des eaux musicales de jour et de nuit. Plusieurs activités sont prévues pour l'été 2014, parmi lesquelles on peut citer la Nuit européenne des musées, le Versailles Festival 2014, où il y aura des concerts, opéras et bals masqués, sans parler des expositions, colloques et conférences à venir.